Bonjour, docteur Bachir Agarabi. خير صحيت. Nous sommes au troisième rendez-vous de cette série. La dernière, c'était sur Juba premier. Oui. Et on a eu quelques commentaires d'ailleurs sur le fait que Juba, c'est pas un prénom algérien, n'est pas très connu. Peut-être parce que le personnage n'est pas aussi très connu. Oui, rien n'est assez connu de l'histoire en Algérie. Juba, en fait, la vraie prononciation, c'est Yuba. 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 C'est la prononciation berbère autochtone, véritable. Mais elle est rapportée par les Français francophones, par Juba. Maintenant, احنا نقولوا Yuba. Yuba. Yuba, Yuba. voilà. Donc, aujourd'hui, نتكلموا على Yuba الثاني, qui est le fils de Yuba premier. راح نحوسوا مرهم حتى américaine. Oui. Voilà, donc ça va être plus riche parce qu'il est beaucoup plus documenté. Mais avant, si vous me permettez, docteur Aguerabi, si vous pouvez nous rappeler la différence entre l'histoire et l'historiographie. Oui, c'est toujours important parce que les gens, quelquefois, peuvent nous reprocher de ne pas être historien. Moi, je n'ai pas qualité d'être historien. Je suis un ingénieur, je suis un architecte. Je suis donc, j'ai mon doctorat en architecture. Et j'ai fait, ça fait des années que je m'intéresse, même dans ma thèse de doctorat d'État, que j'ai soutenue à Genève, j'ai traité une bonne part de l'architecture à travers l'histoire de l'architecture algérienne. Donc, le phénomène de l'histoire est un élément très important dans toute entrée en matière d'une façon scientifique à toute chose. On peut faire de l'historiographie en reconstituant, par exemple, je prends l'exemple de la Casbah. La Casbah est un site historique. Pour le reconstituer, nous avons besoin de l'histoire de la Casbah. Nous avons besoin de l'historiographie. Et d'une façon, je dirais, et c'est là où moi j'entre en matière avec de nouvelles propositions sur la modélisation informatique de l'histoire pour reconstituer des éléments comme la réhabilitation de la Casbah, en faisant différents scénarios à travers des événements historiques qui ont fait que la création de la Casbah est une cité berbère, une cité Sanhaja, Kabyle, entre guillemets, et ce n'est pas une création turque, contrairement à ce qu'on dit. Donc, ça, c'est des éléments de l'historiographie. Donc, qui peuvent être remis au goût du jour en fonction d'éléments d'archives, en fonction d'éléments de l'histoire elle-même. À partir, lorsqu'ils ont fait dernièrement le métro au niveau de la place des Martyrs, ils ont découvert un site ancien qui date de plusieurs siècles d'avant les Turcs, qui fait que l'histoire n'est pas celle qu'on nous rapporte, parce que jusqu'à maintenant, la Casbah était une création turque. Voilà, à peu près, je dirais même, l'historiographie peut toucher différentes matières. Et autant, moi je suis ingénieur en génie civil, qui a révolutionné l'ingénierie en génie civil. Ce n'est pas un ingénieur en génie civil, c'est un météorologue. C'est Lorenz qui a créé des sciences à partir de la théorie du chaos pour faire des prévisions météorologiques à plus long terme. Auparavant, ça se faisait à 2 jours près ou à une journée près. Aujourd'hui, on peut avoir des estimations sur un mois. Donc, fiable sur 10 jours en tous les cas. Euh, tout- Tous ces éléments-là sont en fait je dirais, un bénéfice de l'informatique à partir des années 70 qui a été généralisé. Donc tout ça, l'histoire n'en a pas bénéficié. Et c'est pour ça que j'apporte cet élément. Je ne suis pas le premier à parler de modélisation numérique de l'histoire et des événements de l'histoire. Mais en tous les cas, je n'ai pas entendu parler en Algérie que si ça.
Mais c'est ce que je propose. En tous les cas, il y a de possibilités de voir mieux les choses à partir du moment où on les modélise et on aborde les choses, non pas avec un récit linéaire tel que ça se faisait du temps d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun le faisait si bien pour son époque. Mais au XXIe siècle, on peut aborder l'histoire de mille et une façons et à partir des angles tout à fait différents qui apportent un éclairage nouveau à cette situation. Très clair. Merci beaucoup, Monsieur Aguerabi. Aujourd'hui, notre sujet, notre personnage de la mythologie algérienne, parce que nous avons besoin d'une mythologie algérienne qui s'affranchit du récit purement colonial ou qui est fondé sur les invasions. Aujourd'hui, احنا نهضروا على يوبا 2. يوبا الثاني اللي هو le fils de يوبا الأول. يوبا الأول. علاش il est plus connu que son père? D'abord parce que c'est un roi savant. C'est un roi qui a écrit plus de 50 livres. C'est quelqu'un qui a touché beaucoup de sciences, la botanique, la géographie, l'histoire. Il a participé à des batailles. Il a gagné des batailles. Il a été élevé à Rome parce qu'il était capturé par Jules César. Rappelez-vous la dernière histoire que nous avons rapportée relativement brièvement sur Juba II, Juba Ier, comment après la défaite de Juba Ier du côté de Ptolémée, du côté de Pompée contre César, comment César a capturé la famille de Juba Ier à Cirta et il l'a amené à Rome. Et il a amené à Rome le fils de Juba Ier, donc ce Juba II, qui avait 5 ans à l'époque, en 46 avant Jésus-Christ. Donc lorsqu'il est arrivé à Rome, ils l'ont considéré comme un prisonnier esclave. Et il devait participer dans la marche du triomphe de Jules César. Vous savez que Jules César, il avait entre-temps capturé aussi Vercingétorix. Et il le faisait pratiquement tous les ans au défilé de son triomphe. Il le faisait traîner derrière son char, quelquefois dévêtu, d'une façon humiliante. Et il était, comment dire, violenté par les passants, par la population. Donc, lorsqu'on a amené le petit garçon qui était Juba Ier à 5 ans et on a voulu il y a quelqu'un qui est allé voir Jules César, il lui a dit faites attention, ce petit garçon, c'est l'arrière-petit-fils de Massinissa. Et Massinissa, c'était l'ami de Rome. Donc, c'est pas n'importe qui. Et à partir du moment où on était amis de Rome, on le restait pour l'éternité. Et à ce moment-là, il a fait sortir. Il a de ce défilé. Jules César l'a confié à sa fille adoptive qui est Octavia, la sœur d'Octave qui va devenir l'Auguste Ier, le premier empereur de Rome. Il a donc été élevé dans la famille de Jules César. Juba II a été élevé comme un prince, à côté d'autres princes romains, notamment quelqu'un qui va devenir son ami, qui est Octave. Octave était plus âgé à l'époque de l'assassinat de Jules César. En 41, il était déjà pratiquement, il avait 18 ans. Et il est devenu, après, lorsqu'il a vaincu Marc-Antoine en Égypte, il est devenu le premier empereur comment dire, de Rome. Et Juba II a ensuite bataillé à côté d'Auguste, à côté de l'empereur romain. Et c'était son ami. Ils fréquentaient, ils étaient dans la même famille, ils avaient la même bibliothèque, ils avaient donc tous ces éléments. Et de ce fait, à partir du moment où il était officier dans l'armée française, il lui a donné à gouverner l'équivalent actuellement de l'Arabie saoudite, la Jordanie, du Moyen-Orient.
C'était le gouverneur, Juba II a été gouverneur. C'est comme ça qu'il a appris l'arabe. Il a écrit même un livre en arabe, d'ailleurs. C'est quoi le rapport avec l'armée française? J'ai pas compris. Non, pas l'armée française. Ah, vous avez dit l'armée française aussi. C'est l'armée romaine. Oui, l'armée romaine, oui. Ok. Oui, l'armée romaine. Ouais. Donc, du coup, on va reprendre. Donc, il a fait partie de l'armée romaine, c'est ça? Il a fait partie de l'armée romaine à côté d'Auguste, de l'empereur de Rome. Il a vaincu de plusieurs, dans une bataille célèbre d'ailleurs du côté de la Grèce. Et par ce fait, il a été promu en tant que gouverneur du Moyen-Orient, de la Jordanie et de l'Arabie saoudite. Et il a donc écrit un livre à ce sujet. Un livre écrit en arabe. En arabe. En arabe. Par Juba II. Juba II. Un de ses premiers livres était en arabe. À l'époque même. À l'époque. Incroyable. Ah. Et là aussi, participer à une campagne en Mauritanie, à l'époque, la Rome mauritanienne, ou pas du tout, où il est resté uniquement sur cette trinquée-là? Non. Après, lorsqu'il a gouverné le Moyen-Orient, comme c'était l'ami de l'empereur, son ami lui a restitué le royaume de son père. Il lui a restitué la Numidie, et il lui a restitué une partie de la Numidie, parce qu'une partie, c'était Africanova, qui était toujours sous domination romaine, dans la Tunisie, et il lui a restitué pratiquement toute la Mauritanie. Et il s'est installé du côté entre Tipaza et Cherchel. Il a fondé Cherchel sous le nom de Césarée, c'est-à-dire pour faire référence à César. Al-Qaïsaria. Voilà. Ils ont Donc, il est devenu le roi de la Mauritanie et de la Numidie, pratiquement en l'an, je crois, en l'an 25. Et lorsqu'il était à Rome, il a connu sa femme. C'est intéressant. Ben justement, c'était la prochaine question sur sa dynastie, ses mariages, comment il a tissé des alliances, comment il a fondé une dynastie. Lorsqu'il était à Rome, quelque temps après, je crois 5 ans après ou 6 ans après, son ami, enfin Octave, qui est devenu donc, qui a pris le pouvoir à Rome après Jules César, il a vaincu le général Marc-Antoine, qui est devenu son adversaire. Jules César, Marc-Antoine avait la gouvernance de l'Égypte, avait la gouvernance du Moyen-Orient avec l'Égypte. Et c'est comme ça qu'il a connu Cléopâtre, la reine d'Égypte. Il faut ne pas oublier que Cléopâtre était aussi l'amante ou la femme de Jules César avant Marc-Antoine. Et lorsque Jules César a été assassiné, Cléopâtre était à Rome. Et lorsqu'il a été assassiné, Cléopâtre est rentrée avec son fils, le fils de Jules César, qui est Césario. Et par la suite, lorsque Marc-Antoine, qui était un général romain et qui était le premier général de Jules César, il a eu je dirais, comme héritage l'Égypte. Et il a à ce moment-là connu Cléopâtre, avec laquelle il s'est marié. Enfin, il s'est marié, il était déjà marié à Rome, mais comme il était sur place, il a consommé un deuxième mariage, et il a eu des enfants, dont une fille, enfin déjà un garçon et une fille. La fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre s'appelle Cléopâtre Sélénée. Et lorsque Octave, qui est devenu Auguste, premier empereur, a vaincu Marc-Antoine, donc dans une sorte de guerre civile, parce que lorsque Octave a pris le pouvoir après Jules César, ils avaient divisé tout l'Empire romain, et ils avaient donné une part à Marc-Antoine. Mais Marc-Antoine, il s'était tellement dévergondé au niveau de l'Égypte qu'il a commencé à faire des problèmes à Rome. Et à ce moment-là, Octave a levé une armée, il est parti en Égypte, et il a vaincu
en Grèce d'abord et en Égypte ensuite. Il a donc ramené ses enfants en otage à Rome. Et parmi ces otages, il y avait Cléopâtre Sélénée. Cléopâtre Sélénée a retrouvé Juba II à Rome. C'est comme ça qu'ils se sont connus et ils se sont mariés par la suite. Il y a un roi berbère qui a épousé la fille de Cléopâtre et de la pharaon. La pharaon et le Marc-Antoine, c'était pas un empereur encore à l'époque. Non, c'était un général. Il n'a jamais été empereur. Il n'a jamais eu le pouvoir total sur Rome. Il a toujours eu une part. C'est-à-dire c'était un général. C'était le principal général de Jules César. Et il a eu à gouverner uniquement le Moyen-Orient, dans l'Égypte. Et finalement, comment dire, la partie est, c'est-à-dire Rome et toute la partie, la Gaule, l'Afrique du Nord et tout ça, revenait à Octave. À Octave, enfin, Auguste Ier, le fils adoptif de Jules César. Et c'est là où il a vaincu Marc-Antoine. Et Marc, en tant que général, il était général, et il a donc récupéré ses enfants et qui ont été ses otages. C'est incroyable la Ouais. place que l'Algérie tient dans l'histoire du monde et dans la fondation des relations diplomatiques qui existaient déjà à l'époque. D'où l'importance de tracer et d'écrire cette mythologie algérienne. Oui, enfin, ce problème, ce phénomène, c'est pas uniquement l'Algérie, c'est pratiquement, ils sont nés, Jules, comment dire, Yuba II est né à Annaba, est né à Ypres, donc, il est né berbère à Ypres, et ensuite il a été donc, il a fait toutes ses écoles, toute sa jeunesse et son adolescence, et pratiquement jusqu'à l'âge adulte, à Rome. Et il est revenu en tant que roi, nommé par Rome, sur l'Afrique du Nord. Il a eu toute l'Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord uniquement, sauf la Tunisie, sauf une partie de la Tunisie. Il a eu la Numidie, c'est-à-dire l'Algérie, la Mauritanie, la capitale, c'est Césarée à chercher. Il a eu jusqu'au Maroc, jusqu'à Volubilis, à Tanger, tout ça, était sous sa coupe. Il y avait deux Roms. Il y avait la Rome césarienne d'Al-Qaïsaria et la Rome tangénienne. La Mauritanie. La Mauritanie. Oui, Oui, Tangitan même. Mais il y avait, en fait, il y en avait plusieurs. Il y avait trois Roms, trois Mauritanies. Il y avait la Mauritanie sitifienne, avec Sitifis comme Sétif comme capitale, qui allait jusqu'à Constantine. Constantine, c'était la Numidie. Mauritanie, ça commençait à Mila, donc entre Sétif et entre Constantine et l'Alma actuellement. Ça a commencé à Mila jusqu'au bâbord, jusqu'au port de fer. Ensuite, c'était la Mauritanie césarienne, et ça allait jusqu'au fleuve Moulaya, à côté après Oujda, et commençait la Mauritanie tilgitane, qui est le Maroc actuel. très bien. Mais tout ça était sous la coupe de Juba II. Juba II, il avait fondé Volubilis comme deuxième capitale après Cherchell. C'est très important parce qu'on va en discuter de ce phénomène, parce que ça constitue tout l'élément. À partir du moment où il a commencé à régner, il a commencé à écrire de l'histoire, il a commencé à faire des inventions sur la botanique, sur la chimie, et il a fait C'est très bien parce que je voulais parler de son rapport au livre et à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il a laissé comme bibliothèque, Yuba Loul? Il a laissé, Tenez pas. c'est très très important. Ça, c'est très intéressant, et un sujet très intéressant. Vous savez que, je vous l'ai dit, il avait comme femme la fille de Cléopâtre, Cléopâtre Sélénée. La fille de Cléopâtre Sélénée lui a ramené toute une partie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui était la plus célèbre au monde. Donc, il l'a ramenée à Cherchell. Ensuite, il a constitué un ensemble d'ouvrages, parce qu'il a gouverné au Moyen-Orient. Il a ramené des livres, y compris de la Grèce. Et lui-même a écrit une cinquantaine de livres. Pour vous dire, il écrivait en arabe, en Latin. en latin, bien sûr, puisque c'était Rome, le principal, c'était la langue officielle et tout. Il écrivait en berbère et il écrivait en grec.
Il écrivait en grec. Il a écrit des livres de grammaire grecque qui servaient aux écoles grecques. Les Grecs étudiaient la grammaire grecque avec des livres de Juba II, en Grèce. Incroyable. Ouais. Donc, tout ça est malheureusement perdu. C'est lui qui a inventé, à partir de la couleur pourpre, la couleur impériale, la couleur royale, le pourpre. C'est lui qui a inventé cette couleur. Et c'est lui qui... Tout homme, tout l'Empire romain se fournissait dans des ateliers berbères d'Hippone. On dit l'Annabi. L'Annabi, c'est le pourpre. Ça vient de là, ça vient de Juba II. C'est Juba II qui a inventé l'Annabi, le pourpre. L'Annabi. Le rouge profond, le rouge qui va vers le violet. Donc, à partir de la chimie, à partir des chenilles, à partir de toute transformation de botanique, tous ces éléments, en fait, et il était aussi un découvreur. C'est lui qui a découvert et qui a colonisé les îles Canaries. Aujourd'hui, les Berbères des îles Canaries se revendiquent de Juba II. Et c'est lui qui les a... C'est lui qui a... Et c'était dans une quête vers les États-Unis, vers les Amériques, ou bien c'était juste dans le cadre d'une expansion vers... Il savait qu'il était jalousé par une fois que Octave est mort. Les descendants d'Octave, et Tibère, ensuite les Caligula et tout ça, c'était une catastrophe. C'était la chute catastrophique de Rome. C'est la chute de Rome, de l'Empire romain, a commencé après Jugurtha, plutôt après Auguste, après Octave. Parce que Octave était connu pour être un roi aussi savant. Il était le plus savant de toute la Rome antique. Donc, c'est pour ça que les relations avec Juba II étaient naturelles, parce que c'était des échanges entre deux rois savants. Et il préparait, Juba II préparait l'après-Auguste, l'après. Il savait que les descendants ou les héritiers d'Auguste n'allaient pas lui faire de cadeaux. Et il a commencé secrètement à aller plus à l'ouest. Il a découvert les îles Mado. Il a commencé à découvrir plus à l'ouest de pratiquement toutes les îles Canaries. C'est lui qui a fait. Il a construit. Vous verrez certainement dans cet entretien des photos de Juba II en train de construire des bateaux à partir des ports d'Essaouira sur la côte atlantique marocaine et dans des ports de Santa Cruz au niveau des îles Canaries pour aller encore plus loin. Et petit à petit, il y a donc un Américain qui a écrit un livre en 2002 qui n'a pas malheureusement été traduit en français ou en arabe. Il a écrit donc en anglais américain. C'est The Lost Treasure of King Juba. C'est-à-dire, on l'avait. Oui, c'est c'est un livre américain qui est non traduit et qui parle comme quoi Juba II a conquis l'Amérique avant Christophe Colomb. Si vous me permettez, docteur Al-Gharabi, première question. Comment vous êtes tombé sur ce livre? En faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait un livre. Et qu'il y avait un livre, donc je l'ai commandé sur Amazon. Et c'est le premier livre ou bien c'est... C'est le seul livre qui a été écrit sur ce problème de la découverte de l'Amérique par Juba II. Et c'est quoi la thèse de ce livre alors? Ils ont découvert un trésor dans l'Illinois, au sud de l'Illinois, au sud de Chicago, pas loin du fleuve Mississippi. Et ils ont découvert un trésor où il y a des pièces numides, il y a des pièces égyptiennes, il y a des pièces nord-africaines, il y a des statuettes, il y a un ensemble d'éléments. Il faut peut-être consacrer toute une émission sur ce phénomène-là, parce que, en tous les cas, ce livre rapporte tout
toute l'histoire du périple de Juba II, comment il a franchi. Ils ont découvert des pierres gravées avec les bateaux qui ont servi à la traversée de l'Atlantique. Des pierres. C'est pas un trésor qui a été rapporté par les colons après Christophe Colomb, mais Il y a un trésor, parce que c'est là où intervient l'après-Juba II. Parce que la découverte de l'Amérique a été découverte au moment où Juba II était déjà assez vieux, il y a combien de siècles entre Juba II et Christophe Colomb? 15 siècles. Ça a été découvert en l'an 7 après Jésus-Christ, à peu près. Donc pratiquement 1485 ans, de façon précise. Incroyable. Donc ils ont traversé c'est des marins, des soldats, qui étaient expérimentés. Parce que la Juba II a compris que les Berbères n'ont jamais été un grand peuple parce qu'ils n'ont pas été des marins. Il a commencé à construire une flotte, d'abord commerciale, sous prétexte commercial. Et parallèlement, il a transformé petit à petit en une flotte de guerre. Il a commencé à construire des bateaux. Il a fait installer des chantiers au niveau maritime, au niveau des Saouira, parce qu'ils ont en arrière-plan, en arrière de Saouira, il y a une forêt de cèdres. Ils utilisaient cette forêt pour construire les bateaux. Et la même chose aux îles Canaries. Ils ont, à chaque fois, ils ont choisi des îles où il y avait des forêts de cèdres et de chênes pour pouvoir récupérer le bois pour construire cette flotte. Donc Yuba Teni, il a compris que pour être une grande civilisation, il faut construire ses propres armes. Et c'est notamment sa marine qui est, à l'époque, c'était l'aviation. Lorsque l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb grâce à la marine, et ensuite la puissance anglaise est basée sur la marine. Aujourd'hui, quelle place a Yuba II dans la culture algérienne? Ou dans les sciences algériennes? Quasi nul. Ou dans la culture? Quasi nul. Quasi nul. Quasi nul pour ce qu'il a fait, ne serait-ce pour ce problème de l'Amérique. Aujourd'hui, personne n'est allé voir ce trésor. Des Algériens auraient pu y aller et voir comment ça se fait. Est-ce qu'il y a des descendants de Juba en Amérique? Eh bien justement, peut-être vous pouvez nous dire, docteur Aguerabi, ce trésor, il est au niveau d'un musée ou vous avez des informations par rapport à ça? Malheureusement, non. Malheureusement, parce que moi, avec mes modestes moyens, je me suis déplacé. Aux États-Unis? Aux États-Unis, je suis allé dans l'Illinois et j'ai rencontré des descendants de Juba II. D'accord. Voilà. Ça, c'est un descendant, c'est un pasteur musulman qui sont convertis à l'islam en 1928. Pasteur musulman, ça va rester dans les annales. Ah. Voilà, j'ai rencontré un pasteur, j'ai fait beaucoup de recherches et beaucoup d'efforts pour le retrouver et j'ai commencé à discuter. Malheureusement, je ne suis pas un expert en anglais, la discussion n'était pas fluide et j'ai vu qu'il y avait un potentiel qui n'est pas utilisé. Si ces personnes se revendiquent, vous savez de qui ils se revendiquent? Des Marocains. Pourquoi des Marocains? Parce que Juba II est parti du Maroc de l'époque. Alors qu'il est algérien. Oui, il est algérien. Mais comme il occupait, il régnait sur le Maroc et l'Algérie, les gens n'ont retenu que le Maroc. Et en 1928, lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, ils ont inventé un islam
à part. Et quand j'ai discuté avec ce pasteur à Chicago en 2024, en avril 2024, je lui ai dit que votre ancêtre Juba II était algérien. Il m'a dit on connaît très peu de choses. Malheureusement, Donc il y a toute une démarche de soft power si on veut le faire. bien sûr, il y a un travail, ça veut Il y a un travail à faire. il y a un travail. Moi, je vous apporte des éléments peut-être qui. Aujourd'hui, vous avez des pays inattendus qui exploitent ce filon. Un pays comme les Émirats a embauché des auteurs algériens pour dire comme quoi c'est des Arabes qui ont découvert l'Amérique. Ouais. Ben, parce que l'Algérie est absente sur sur sa propre histoire, sur ses propres Héros historique. oui, voilà. Et du coup, juste pour revenir sur le trésor, le trésor de l'Illinois, il se situe où aujourd'hui, si vous avez une idée ou des... Il se situe, on peut retrouver des vidéos, vous les avez sur YouTube, vous mettez trésor de Juba II et ça vous ressort. Vous avez des vidéos en anglais. C'est un, c'est un soldat américain qui a fait la guerre de Corée, qui était un menuisier dans les années 80, 1980, qui a découvert par hasard cette grotte, une grotte dans l'Illinois. Euh, et petit à petit, il a commencé à exploiter comme il y avait d'or. Il y a beaucoup d'or, à peu près 3 tonnes d'or, pour vous dire. Il y avait tout un sarcophage. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, on pense que euh, Juba, non, moi je pense que Juba II n'est pas parti en Amérique. Il a peut-être son fils Ptolémée. En tous les cas, ce qui est certain, c'est son beau-frère, c'est-à-dire le frère de sa femme, le frère de Cléopâtre, qui s'appelle Alexandre Hélios, qui était aussi prisonnier d'Octave à Rome et et lorsque comment dire, Cléopâtre Séléné, la femme de Juba II, est venue avec Juba II à Cherchel, elle a amené son frère avec elle. Et donc, il a vécu au palais royal avec Juba II. Et donc, il était un des conseillers, un des militaires qui gouverne. Et je pense, en tous les cas, lui, il y a sa statuette qui est au musée de New York actuellement. Et elle est citée ici, dans le livre de Frank Joseph, Donc, le américain. trésor, il est au Et niveau de... ce trésor, je dirais, il a été en partie dilapidé, en partie dans un musée de l'Indiana, mais il n'est pas reconnu. On ne veut pas le reconnaître comme un découvreur de l'Amérique, parce que l'Amérique, elle appartient aux Européens. Christophe Colomb est un Européen. Tous les Américains actuels se disent Européens et ils ne veulent pas. Ça remettrait le récit. Oui, bien sûr, ça remet en cause le récit. Ça remet en cause le récit américain. Il y a plusieurs. En fait, l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb pour une partie des Européens, mais auparavant, il y a des Vikings qui sont arrivés au Canada. Ça, il y a aussi des traces. Euh, mais d'autres thèses comme quoi les Phéniciens, c'est-à-dire les Carthaginois, les Phéniciens ont découvert l'Amérique aussi. Il y a des thèses, mais toutes ces thèses-là n'ont pas laissé d'histoire. Par contre, Juba II, il y a un trésor, il y a des traces, il y a des artefacts, il y a des éléments qui ne sont pas exploités, qui existent aujourd'hui. Et ils sont au niveau de ce militaire il a fondu une partie des pièces et il les vendait en lingots d'or. Donc, il a dilapidé toute une partie et une partie n'est pas tout à fait. En fait, il y a un travail qui mériterait d'être fait là-dessus. Je pense qu'on va conclure sur ça, qu'il y a un vrai travail à faire sur cette partie de notre histoire et nos héros de la mythologie qui ont participé au façonnage du monde, comme on le connaît aujourd'hui. De toute façon, c'est la Numidie, je vous dis, la Numidie, la Mauritanie, l'Algérie, l'Afrique du Nord, son histoire, malheureusement, encore une fois, je vous dis, phagocytée, elle est si mal racontée.
quand vous voyez comment elle a été, la bataille, je prends un exemple, hein, je prends un exemple de notre historiographie, de notre histoire escamotée par une mauvaise historiographie. Je prends le cas de Zaatcha, la bataille de Zaatcha. Et si m'a raconté, Zaatcha, une petite bataille en Amérique, c'est la bataille d'Alamo, de Fort Alamo. C'est une légende extraordinaire de toute l'Amérique, et notamment du Texas. Fort Alamo, Zaatcha, c'est 3 fois Fort Alamo. 3 fois Fort Alamo, c'est-à-dire plus héroïque. Et l'armée française a été vaincue 3 fois par une résistance civile. 1847, 1849, 49. 49, Zaatcha. 1836, Fort Alamo. Il y a quelques années de différence. Mais Fort Alamo, c'est une histoire extraordinaire, fondatrice de l'historiographie américaine. Nous, il y a une page ou 2 lignes sur les livres scolaires, et ce n'est pas suffisamment raconté à un niveau, que mériterait notre histoire. Notre récit national. Merci beaucoup, docteur Aguerabi. Ça. Prochain épisode, ça sera avec un autre héros de la mythologie. Peut-être Jugurtha, Yogurtha. Si vous voulez, moi je suis prêt, il n'y a pas de problème. Ah ben super, merci beaucoup, docteur Aguerabi. À très bientôt. Merci, à Texas.